Allez, on se pose cette question, face à la crise, face au Covid, est-ce que les autorités doivent ou pas laisser les banques prêter un peu plus facilement? On en parle avec vous, Ludovic Euzieux, bonjour. Bonjour David. Merci d'être là, cofondateur d'Artémis Courtage. On a eu ces règles édictées par le HCSF, au Comité de stabilité financière. Des règles, c'était fin 2019, c'était évidemment avant la crise, avant la crise sanitaire, pour freiner, vous avez dit, il était venu sur ce plateau d'ailleurs, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, faire le SAV, il avait dit qu'il faut éviter l'emballement du crédit immobilier en France. Sauf que la crise sanitaire, évidemment, est venue percuter tout ça. Résultat, aujourd'hui, on voit bien que les banques, les courtiers, vous aussi, vous demandez, vous appelez une révision des règles. En quoi c'est vraiment nécessaire aujourd'hui d'assouplir les règles? Parce qu'on comprend que vous prêchez pour votre paroisse, évidemment, ça ferait plus de business, mais en quoi est-ce que c'est vraiment nécessaire? En quoi est-ce qu'il y a le feu au lac? En quoi est-ce qu'il y a péril en la demeure? C'est nécessaire d'abord parce que cette recommandation, elle date de décembre 2019. Et le contexte a changé? On va fêter ces 1 an, le contexte a changé. Depuis ce temps-là, il y a eu la crise sanitaire. Je rappelle ce que sont les règles prudentielles et la recommandation du HCSF. De bon sens, règles de bon sens en plus. On peut les interpréter comme des règles de bon sens. On les rappelle, 33%. Ça devait éviter la surchauffe du 33% crédit. 25 ans. 33% d'endettement quand on met les revenus sur les charges, 33% d'endettement et 25 ans de durée maximum d'emprunt. Ça a été édicté en décembre et c'était pour éviter une surchauffe du crédit après une année 2019 qui avait été quasi record, dont acte. Depuis ça partait mars, d'un bon sentiment. Ça partait d'un bon sentiment. En tout cas, éviter que les choses s'emballent. D'éviter la surchauffe et de ne pas financer des projets dont les emprunteurs ne sont pas solvables ou peu solvables. En quoi ces règles sont caduques avec la crise? Depuis ce temps-là, c'était pour éviter une surchauffe. Là, je peux vous garantir qu'à la fin de l'année, il n'y aura pas de surchauffe. On va être en retrait sur la production de crédit et le décaissement de crédit. On a fait un début d'année qui était, on va dire, dans la lignée de l'année 2019, avec un embarqué sur les mois de janvier, février, mars qui était fort. Mais depuis le mois de juin, juillet, août, on est en retrait d'environ 10% sur la production de crédit. C'est pas reparti. J'ai lu que c'était reparti au mois d'août. Que la production de crédit était repartie au mois d'août avec des montants qui auraient retrouvé leur niveau d'avant-crise. Donc on dit qu'il n'y a pas de rechute du marché immobilier, il n'y a pas d'effondrement, il n'y a pas besoin de... Alors d'abord, le mois d'août 2020 est en retrait par rapport au mois d'août 2019. Il est légèrement supérieur au mois de juillet, mais on est toujours plus bas qu'il y a 1 an. J'ai envie de vous dire que dans ce contexte de reprise, quand on annonce un plan de relance, qu'on oublie l'immobilier, d'un côté, on veut relancer l'économie avec un plan de plus de 100 milliards, et de l'autre côté, on se coupe d'éventuelles recettes fiscales, on met au banc tout l'écosystème de l'immobilier, les transactions, les notaires, les constructeurs, les entreprises de travaux, c'est pas un secteur qui a la faveur du gouvernement, vous avez remarqué depuis J'ai bien remarqué là, depuis quelques semaines. Nous, ce qu'on appelle, c'est pas... on ne demande pas à ce que ces recommandations, qui sont évidemment des recommandations prudentielles, soient complètement abolies. Il y avait effectivement du bon sens, vous avez raison, dans ces mesures. Sauf qu'aujourd'hui, l'emballement de la machine à crédit, on va dire que c'est derrière nous et qu'il n'y en aura pas en 2020. On voudrait juste un assouplissement de ces règles, des dérogations ou une suspension. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'emballement. On est dans un contexte où le marché immobilier, c'est la rencontre de 3 critères. La liquidité du marché, la confiance et l'accès au crédit. Aujourd'hui, la confiance est un peu ébranlée. L'accès au crédit est compliqué. On a un peu moins de dossiers sur nos bureaux et on a un peu moins de sorties bancaires. L'accès au crédit est compliqué, c'est-à-dire que combien de refus, il y a le taux de refus sur les crédits immobiliers. Est-ce qu'il y a une flambée? Moi, j'ai lu des chiffres, je ne sais pas ce que ça vaut. On passait de 6% de taux de refus à 10% de taux de refus. Un dossier sur 10 aujourd'hui est refusé. C'est ce que vous voyez aussi? Ça dépend des maisons. Moi, chez moi, ce taux de refus a été multiplié par 2,5 entre le début de l'année et maintenant. En passant de combien à combien? Alors, c'était un chiffre qui était assez faible. On était aux alentours de 2% et on est aujourd'hui à 6,5. Pas un drame. Entre 2 et 3. C'est un drame pour ceux, pour les primo-accédants qui ont besoin d'acheter leur logement. Pour eux, c'est un drame. D'abord, en variation, c'est beaucoup, fois 2,5 sur une période qui est finalement très courte. Oui, mais 6%, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique, sauf que ce sont les dossiers qu'on envoie en banque et qui reviennent avec un refus. Mais on fait un premier tri. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers qu'on refuse de prendre en charge et qui ne rentrent pas dans ces statistiques. Parce que vous anticipez le refus. Absolument. Comme on sait que la banque, de toute façon, ne prendra pas de dossier au-dessus de 33% ou au-dessus de 25 ans, si on a un dossier qui ne coche pas ces cases,
eh ben, on le laisse sur le bureau, on fait de la pédagogie, de l'éducation avec les emprunteurs, en leur expliquant qu'il faut peut-être avoir un projet moins ambitieux, qu'il faut repasser sous ce sacro-saint taux de 33%, et on fait reporter le projet à 3, 6, 9 mois. Donc ces dossiers-là, ils rentrent dans aucune statistique. Mais on en a beaucoup, des emprunteurs qui viennent nous voir et à qui on dit non, on ne prend pas en charge, revenez dans 6 mois en suivant nos recommandations. Ouais, et sachant que 6 ou 10% de taux de refus, c'est une moyenne, si on regarde uniquement les primo-accédants, j'imagine que pour le coup, est-ce qu'on peut dire que les primo-accédants aujourd'hui en France ont du mal, plus de mal, vraiment du mal à décrocher un crédit immobilier, sachant que je me rappelle très bien que le gouverneur de la Banque de France m'avait dit, je lui ai posé la question, il m'avait dit oui, mais il y a des marges de manœuvre, les banques auront 15% du total de leur production de crédit justement pour servir ces primo-accédants pour pas qu'il y ait de refus. Vous avez raison, ce sont les premières victimes de ces recommandations. Parce que quand on est primo-accédant, en général… Il y a déjà de la flexibilité là, avec ces 15%. On démarre sa vie professionnelle, on a évidemment moins de revenus qu'après 10 ans d'expérience, on a aussi moins d'apports, on étire les durées d'emprunt et donc on se retrouve vraiment à la croisée de ces critères restrictifs. Donc les primo-accédants sont les premières victimes et les autres victimes de ces recommandations, entre guillemets, sont les investisseurs. C'est vraiment les deux populations qui sont les plus touchées par ces recommandations. Ils sont moins à plaindre. Effectivement, on plaint un peu plus le primo-accédant. Les primo-accédants qui donnent aussi de la liquidité au marché. Il faut, pour pouvoir acheter un deuxième appartement, il faut pouvoir vendre le premier, il faut qu'il y ait une offre qui rencontre une demande. Donc c'est un maillon, c'est un premier maillon du marché qui… Tout à fait, la chaîne est grippée par ce premier maillon des primo-accédants qui ont du mal à accéder au crédit aujourd'hui. Ce qu'on demande sur ces recommandations, c'est Qu'est-ce que vous demandez comme… Parce que la suppression, vous ne l'aurez pas. Comme desserrement, c'est quoi ? J'ai vu des trucs passer comme qu'on garderait les 33% et les 25 ans, mais le reste à vivre, il y aurait un minimum de reste à vivre qui serait de… J'ai vu 1 300 € passer par mois. C'est le grand paradoxe. Non, mais vous avez raison, c'est le grand paradoxe parce qu'il n'y a pas eu de… on n'a pas déroulé les conséquences ou les cas pratiques de ce 33%. Être endetté à 33% quand on gagne à 2 3 000 € par mois, ce n'est pas la même chose que quand on en gagne 10 000. Le reste à vivre n'est même plus regardé aujourd'hui. Donc peut-être qu'il faut endetter un peu moins des profils plus fragiles et qu'on puisse aller au-delà de 33, 35, 37. Mais là, vous desserrez les contraintes sur les ménages les plus aisés, pour le coup, et pas sur ceux qui en ont besoin, qui sont les primo-accédants, qui ont moins de revenus. Mais le reste à vivre est à prendre en considération, et il n'est pris en considération dans aucun des cas, que ce soit pour les primo-accédants ou les autres. Ce qu'il faudrait faire d'ici la fin de l'année, puisque le HCSF n'a pas prévu de se réunir, ou en tout cas de donner de position officielle maintenant, d'ici le mois de décembre. Ils se sont réunis le 18 septembre en disant circuler, il n'y a rien à voir, ou plutôt circuler, tout va bien, en regardant les productions de crédit un peu dans le rétroviseur, en se disant c'est bon, on est sur des volumes équivalents à l'année dernière, sur des positions arrêtées à juillet ou à août, sans prendre en considération que les courbes se sont croisées et que depuis le mois de juin, la production de crédit, elle est en baisse et elle est de toute façon plus basse que celle de 2019. Et ça ne repart pas d'ailleurs, pardon, on revient à la petite parenthèse, la production de crédit là, sur septembre, octobre, ça ne repart pas ? En tout cas, c'est parce qu'on ressent, nous, qui sommes au contact des emprunteurs et au contact des banques, ce n'est pas l'intuition qu'on a. Et les chiffres, de toute façon, seront publiés un peu plus tard, mais ce n'est pas le sentiment qu'on a. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, à mon sens, soit suspendre temporairement ces mesures, parce qu'il n'y aura pas d'emballement en 2020, qu'il faut donner un peu d'oxygène aux primo-accédants et au marché immobilier. C'est sûr que les autorités se déjugent comme ça. Bon. Soit suspendre, soit donner une bulle d'oxygène un peu plus importante, et imaginer que ces 15% de dossiers sur lesquels les banques peuvent aller au-delà de 33% d'endettement passent à 25, 30 ou 35%. Ce serait déjà un signe de confiance, ou en tout cas un bon signe à donner envers les banques qui demandent, comme nous, ce desserrement, envers les banques et envers les courtiers, à plus forte raison, vers les emprunteurs, en premier lieu les primo-accédants qui sont vraiment les premiers ciblés par ces recommandations. Ouais. Donc en gros, il ne se passera rien d'ici à la fin de l'année. Enfin, on en saura plus en fin d'année. Pour l'instant, les autorités HCSF et Bercy aussi ils restent campés sur leur position. En même temps, quand on voyait qu'en 2019, un quart des prêts octroyés dépassaient les 25 ans de maturité, est-ce que c'est quand même pas problématique ? C'est problématique si on s'attache qu'à la durée d'emprunt. Des intérêts qu'on paye sur 25 ans. D'accord, mais en vérité, David, quand on emprunte sur 25 ou 30 ans et qu'on est primo-accédant, on sait très bien qu'à horizon 6, 7, 8 ans, on va revendre ce bien, rembourser son crédit et en acheter un autre. Il faut pouvoir monter cette première marche quand on est primo-accédant et accéder au crédit un peu plus facilement que c'est le cas aujourd'hui. On ne demande pas à rallonger les durées à 30 ou 35 ans, mais très sincèrement,
Quand on achète son premier studio, son premier 2 pièces, sa première maison, qu'on est un jeune couple, qu'on n'a pas d'enfant, la durée de détention moyenne, elle est aux alentours de 6-7 ans. On ne va pas amortir ce crédit sur 30 ans, c'est faux. Donc il faut pouvoir donner une première chance à ces primo-accédants en desserrant la bride, notamment sur le taux d'endettement, éventuellement sur la durée d'emprunt, même si c'est à mon sens moins prioritaire. Ouais, et pour passer un peu, on finit là-dessus, hein, Ludovic Usieux, pour passer un peu entre les mailles du filet, il faut avoir un apport aujourd'hui, les banques regardent, il faut avoir un apport, ou même sans apport aujourd'hui, on se finance facilement. Alors ça, c'est une conséquence un peu, entre guillemets, un peu inattendue. En tout cas, ça ne faisait pas partie des recommandations du HCSF. Oui. Ça aurait pu, d'ailleurs. Ça aurait pu, mais en vérité, nous, on s'aperçoit de ça quand on tire nos indicateurs d'activité. On voit que le montant d'apport a augmenté, parce qu'en vérité, aujourd'hui, vous ne pouvez plus emprunter qu'avec, au minimum, les frais en apport, les frais que sont les frais de notaire, les frais de garantie, les divers frais de dossier. Ça semble normal, même si c'est la Et certaines banques, OK, mais certaines banques demandent maintenant un apport supplémentaire sur la valeur vénale du bien. Et il faut du coup parfois dans certaines banques arriver avec des dossiers où vous possédez, au moment de déposer votre dossier, 15 ou 20% d'apport. Et c'est effectivement pas dû à tout le monde. Et quand on est primo-accédant, c'est encore moins le cas. Vous ne faites pas trop d'illusions, ou vous dites qu'il y a une sortie de par le haut possible en fin d'année avec le HCSF qui pourrait desserrer un petit peu, effectivement, en élargissant la poche dérogatoire de 15% justement à 20-25%. Je l'espère, mais j'ai l'impression qu'ils réagissent toujours avec quelques mois de retard en regardant dans le rétroviseur les productions de crédit. Mais en vérité, il faudrait écouter les remontées terrain que font les banquiers et les courtiers pour s'apercevoir que le problème existe déjà et qu'il est déjà profond. Le HCSF va se réunir probablement au mois de décembre sur une production au mieux au mois de novembre. Ils les verront, les chiffres, ils les verront. D'accord, mais on aura déjà perdu quelques mois précieux pour pouvoir relancer la machine de l'immobilier. Bon, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Point de vue Merci, signé David. Ludovic Usieux, cofondateur d'Artémis Courtage. Merci. Merci David.